Bonjour à tous. Je vais accepter. Bienvenue à ce webinaire du coup sur la qualité de l'air focus radon qui vous est proposé par ODIS en collaboration avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine et la CARSAT Centre-Ouest. Voilà, on a attendu quelques minutes pour laisser les éventuels retardataires pouvoir se connecter. Toutefois, voilà, on vous invite, on a un planning qui va être un petit peu dense, donc on vous invite si vous avez des questions, le chat est ouvert à pouvoir poser vos questions sur le chat. On aura également un temps d'échange à la fin pour que vous puissiez revenir ou poser vos questions aux intervenants. Petit point focus, ce webinaire va être enregistré, donc vous pourrez le revisionner par la suite via notre plateforme. Un lien vous sera transmis par mail. Et puis, je vous propose de débuter déjà sur les dires de ce webinaire. Donc, comme vous l'avez vu dans l'invitation, donc il va y avoir plusieurs points qui vont être traités. C'est un webinaire un petit peu d'introduction au sujet de la qualité de l'air intérieur, avec un point focus spécifique sur le gaz du radon. Donc, on vous proposera par nos intervenants de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de qualité de l'air, de mieux comprendre ce type de gaz, d'où il vient, comment il se diffuse dans nos bâtiments, mais également des solutions et des outils à votre disposition qui vous seront également transmis par la suite. Et puis, rien de mieux que de finir par des cas pratiques. Donc, nous aurons deux intervenants qui vous présenteront un petit peu leurs échanges, leur situation actuelle pour pouvoir remédier un petit peu à ce gaz. Écoutez, sans plus attendre, je vais laisser la main à notre premier intervenant pour se présenter et puis débuter les slides. Louis. Merci Mathilde. Donc bonjour à toutes et tous. Donc oui, effectivement, avant d'attaquer la présentation, je vais me présenter rapidement. Donc Louis Chastan, je suis ingénieur d'études sanitaires à l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, donc à Limoges, et je suis responsable de ce qu'on appelle la cellule espace clos chez nous, donc qui concerne notamment tout ce qui est procédure d'insalubrité des logements et tout ce qui va concerner les espaces clos en général, donc notamment la qualité de l'air intérieur et spécifiquement le radon. Donc, pour attaquer la présentation, j'ai commencé par vous présenter un petit peu les missions de l'Agence régionale de santé. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, on en a parlé ce week-end. Donc, les missions de l'ARS, c'est tout d'abord, l'ARS est un établissement public qui est chargé de la santé publique en région. Ses missions principales, donc, c'est de piloter et de développer la politique de santé publique et de réguler et de garantir l'efficacité de l'offre de soins et médico-sociale. Donc tout ça se fait selon 4 domaines d'intervention qui sont, donc la prévention et la promotion de la santé, la veille et la sécurité sanitaire, l'organisation de l'offre de soins et enfin, donc ce qui nous concerne aujourd'hui, la santé environnementale. Donc dans la santé environnementale, on regroupe plusieurs thématiques, notamment l'eau potable, les eaux de loisirs, tout ce qui est dans l'environnement extérieur, donc lutte antivectorielle, qualité de l'air extérieur, urbanisme et les espaces clos. Donc, au sein des espaces clos, on a une action qui est spécifique sur le radon à l'ARS, avec plusieurs missions sur cette thématique-là, qui sont notamment sensibiliser le public, les élus et les professionnels sur les risques sanitaires liés au radon, informer les exploitants des établissements recevant du public qui sont visés par la réglementation sur leurs obligations réglementaires dans ce domaine-là, et organiser des contrôles ou des inspections dans les établissements pour vérifier la bonne mise en place de la réglementation. Donc, maintenant que je vous ai présenté un petit peu l'émission de l'ARS, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Donc, sur la qualité de l'air, quand on discute avec le public de la qualité de l'air, si on ne précise rien d'autre que qualité de l'air, généralement, ce qui ressort, c'est la pollution atmosphérique avec les gaz d'échappement des véhicules, les pollutions de l'air diverses et variées par les entreprises, etc. Également, le pollen, tous les allergènes de l'air. Et en dernier lieu, arrive la qualité de l'air intérieur. Donc, la qualité de l'air intérieur, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cette qualité de l'air intérieur? Tout simplement parce que déjà, on passe 80 à 90% de notre temps dans des espaces clos, hein, dans des espaces intérieurs, que ce soit dans l'habitation ou dans les lieux de travail, et que malgré ce qu'on peut penser, l'air intérieur peut être jusqu'à 8 fois plus pollué que l'air extérieur.
Donc, je vous ai mis sur la droite là, un petit diagramme pour illustrer la situation, hein, qui fait la différence entre les concentrations de composés organiques volatiles qu'on peut retrouver à l'intérieur des logements versus ce qu'on retrouve à l'extérieur. Donc, on voit bien le delta important de concentration de polluants entre les deux milieux. Donc, les sources de pollution au niveau de l'air intérieur. Donc, on en a plusieurs, effectivement. On a tout d'abord l'activité humaine et l'occupation des bâtiments. Donc, les activités humaines par le tabagisme, par les activités de ménage, de cuisine ou de séchage du linge, qui peuvent produire donc des problématiques d'humidité. L'utilisation de produits de ménage peut dégager des produits chimiques dans l'atmosphère intérieure. Le bricolage également, avec aussi une génération de poussière, de particules. Pour l'occupation des locaux, si on a des animaux, des plantes, on peut avoir des allergènes, des pesticides qui se retrouvent dans l'air intérieur. Et pour ce qui concerne le bâtiment en lui-même, on a effectivement les matériaux de construction et de décoration qui sont utilisés, qui peuvent émettre différents produits qui peuvent être nocifs pour la santé. En dernier lieu, on a les équipements du bâtiment, les équipements de l'habitation ou des locaux, avec tout ce qui est ameublement, tout ce qui est système de ventilation, s'il y a une absence de ventilation ou tout simplement une ventilation qui est mal réglée ou mal entretenue, des appareils à combustion qui peuvent émettre différents polluants. Et on a aussi un impact de l'environnement extérieur avec les polluants de l'air extérieur qui vont rentrer à l'intérieur de l'habitation et se confiner, et également donc le radon qui est le sujet d'aujourd'hui. Alors la qualité de l'air intérieur, on a des polluants qui sont assez spécifiques qu'on peut retrouver, notamment les composés organiques volatiles, hein, qu'on retrouve dans certaines colles et certains matériaux, notamment les panneaux de particules, hein, qui sont bien aimés des géants de l'ameublement, qu'on retrouve un peu dans toutes les habitations. On a le monoxyde de carbone qui est produit par les appareils à combustion s'ils sont mal entretenus ou mal installés, et les moisissures qui sont liées à des problématiques d'humidité au sein de l'air intérieur. Donc, pourquoi l'air intérieur? Alors, tout simplement parce qu'on a déjà un enjeu sanitaire important sur si on a une mauvaise qualité de l'air intérieur, puisque ça va induire des pathologies respiratoires, de l'asthme, de l'allergie, des cancers. Je vous ai mis quelques chiffres pour illustrer un petit peu la situation. Donc, en France, selon l'ANSES, effectivement, une mauvaise qualité de l'air intérieur a pour conséquence 20 000 morts par an. Donc, on est quand même 6 fois plus que des accidents de la route. On a également donc, 3 000 cancers du poumon qui sont liés au radon, on y reviendra un peu plus tard. Si les personnes vivent dans un logement avec un air intérieur humide, on a une augmentation de 40% du risque de développer de l'asthme. Et je vous fais grâce des 85% d'asthmatiques qui sont allergiques aux acariens, ça effectivement c'est ce qu'on constate. Et l'épidémie Covid a eu également un impact, puisqu'on a 2 fois plus de risques de décès quand on a été exposé au Covid si on respire derrière de l'air pollué. Donc effectivement, on a un enjeu sanitaire important sur la qualité de l'air intérieur. Ces enjeux sanitaires entraînent également donc, des enjeux économiques, puisqu'on va avoir de l'absentéisme, on a une baisse de productivité, on a le coût des soins. Donc dans le coût des soins, on a la consultation de médecins, de spécialistes, le coût des médicaments, et donc tout ça, en France, a été estimé à 19 milliards par an de coûts sanitaires, donc ce qui est quand même une dépense relativement importante sur ce point-là. Maintenant, si on s'intéresse, maintenant qu'on a fait le tour un petit peu de la qualité de l'air intérieur rapidement, de manière générale, on va zoomer un petit peu sur le radon. Alors, qu'est-ce que le radon? Donc, le radon, c'est un gaz radioactif naturel, incolore et inodore, et qui provient de la désintégration de l'uranium. Donc, effectivement, on va le retrouver dans des zones géographiques avec des sous-sols riches en uranium, donc notamment le massif armoricain, le massif central, le Jura, la Corse, pour balayer rapidement la cartographie de la France. Donc ce radon provient de la désintégration de l'uranium. Donc on part de l'uranium qui est dans le sol, qui va se désintégrer en plusieurs étapes jusqu'au radon qu'on appelle le radon 222, qui est celui qui nous intéresse puisqu'il est sous forme de gaz, et c'est lui qu'on va retrouver dans l'atmosphère des locaux. Ce gaz va être inhalé par les personnes, par les occupants, et il va continuer de se dégrader dans le corps humain en générant des particules alpha notamment, et il va se dégrader en différents états, donc notamment le polonium, le plomb, et se retrouver au final sous forme de poussière qui vont se déposer dans les poumons. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au radon? Parce qu'il a
des effets sanitaires notables, puisqu'il est reconnu cancérigène pulmonaire pour l'homme depuis 1987 par le CIRC, donc le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. Ce qui est important de préciser également, c'est qu'en France, c'est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac et devant l'amiante. Donc on a 3000 décès annuels en France qui sont attribuables à une exposition au radon. Et effectivement, il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que si les personnes consomment du tabac, sont fumeuses, effectivement, le risque de cancer du poumon est multiplié par 20 si on a une double exposition tabagisme et radon. Donc, effectivement, c'est une thématique qui est importante à investiguer et à essayer de diminuer l'exposition du public en général. Donc, où est-ce qu'on le retrouve, ce radon? Donc, dans les bâtiments, on va le retrouver effectivement dans des espaces clos, mal ventilés, dans les caves, dans les sous-sols. Et ce risque de présence du radon va augmenter s'il n'y a aucune ventilation à l'intérieur des locaux. Effectivement, le radon va remonter dans le bâtiment et va se confiner dans ces locaux-là, ce qui va faire augmenter sa concentration à l'intérieur des locaux et dépasser le niveau de référence qui va induire derrière un risque pour la santé des occupants. Donc, par où il passe? Donc, c'est un gaz qui est très volatile. Donc, il passe facilement par tous les défauts constructifs qu'on peut avoir sur le bâtiment, les fissures, les joints, tout ce qui va être les traversées de dalles avec des passages de canalisation. Des fois, on peut rencontrer des puisards également qui amènent du radon à l'intérieur des locaux. Je vous ai mis un petit schéma qui résume un petit peu la situation. Donc, sur ce schéma, on voit effectivement également une voie d'entrée par l'eau. Alors, c'est une possibilité, hein. L'eau peut ramener du radon, mais en termes quantitatifs, cet apport de radon par l'eau est très négligeable au sein d'un bâtiment. Donc, quand on a du radon, je vais présenter ça très rapidement, puisque les présentations suivantes viendront un peu plus dans le détail sur qu'est-ce qu'on fait quand on a du radon dans les bâtiments. Mais je voulais simplement vous présenter les 3 axes de travaux de remédiation qu'on peut avoir quand on est en présence de radon dans un bâtiment. La première des choses, ça va être de traiter le soubassement, si c'est possible, donc c'est-à-dire de le ventiler pour éviter que le radon n'arrive dans la zone occupée, dans la cellule occupée du bâtiment. Donc on va traiter le soubassement par de la ventilation. On a un deuxième axe de travail qui va être sur l'étanchéité de l'interface sol-bâtiment, donc notamment de la dalle, donc essayer de combler les fissures, les joints périphériques, avoir une vigilance particulière sur les traversées de dalles pour étanchéifier les passages de canalisation des différents réseaux. Et un dernier axe de travail sur la ventilation de la zone occupée avec une amélioration du renouvellement de l'air et un travail sur la ventilation pour essayer de diminuer la dépression du bâtiment, puisque naturellement, un bâtiment est en légère dépression par rapport à l'extérieur. Donc, si on diminue la dépression, on va diminuer du coup le fait de pomper, on va dire le radon, c'est un petit peu facile à dire, mais de pomper le radon du sol. C'est un peu l'idée de travailler sur cette ventilation. En termes réglementaires, donc jusqu'en 2018, les départements étaient classés en départements prioritaires, c'est-à-dire que la cartographie était faite à l'échelle du département. Depuis 2018, on a affiné la cartographie et on est descendu à l'échelle communale avec un zonage qui est en 3 niveaux. Donc une zone 1 qui concerne du potentiel radon faible, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de radon, mais qu'il y a moins de chances, moins de risques d'en retrouver. On a la zone 2 qui a un potentiel radon faible, mais dont les facteurs géologiques vont faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. Et la zone 3 qui est la zone à potentiel radon élevé, où là on a effectivement le plus de chances, plus de risques plutôt, de retrouver du radon au sein des bâtiments. Donc, je vous ai mis la carte de Nouvelle-Aquitaine pour illustrer un petit peu la situation. Donc, on retrouve en fait globalement le Limousin et une grosse partie des Deux-Sèvres qui sont impactés fortement par le radon, ainsi qu'au niveau donc des Pyrénées-Atlantiques, quelques zones au niveau des chaînes montagneuses justement qui exhalent du radon. Donc, plus précisément sur la réglementation radon applicable. Donc, je vais vous présenter, moi, la réglementation issue du Code de la santé publique, puisque c'est ce que l'ARS a charge d'application, le Code de la santé publique. Les intervenants suivants pourront présenter les obligations en termes de Code du travail sur cette thématique-là. Donc, le Code de la santé publique impose un niveau de référence
qui est à 300 becquerels par mètre cube, puisque les concentrations en radon s'expriment en becquerels par mètre cube. Donc on a un niveau de référence qui est fixé en France à 300 becquerels par mètre cube. Pour information, l'OMS recommande un niveau de référence à 100 becquerels mètre cube. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Et donc la réglementation impose pour certains établissements recevant du public qui sont situés en zone 3, une surveillance obligatoire du radon. Donc ces établissements qui sont concernés, ce sont les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, les établissements d'enseignement, les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux avec de l'hébergement, les établissements thermaux et les établissements pénitentiaires. Donc, quelles sont leurs obligations en termes de surveillance? Donc, ils ont pour obligation de faire une mesure de la concentration en radon de leur établissement par un organisme agréé de niveau 1 par l'ASNR, donc l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Donc, cette mesure s'est faite par des détecteurs passifs sur une durée environ de 2 mois, ce qu'on appelle en période de chauffe, donc en période hivernale, pour avoir un résultat qui est représentatif de la concentration en radon. En fonction des résultats de cette campagne de mesure, si effectivement les concentrations sont toutes inférieures à 300 becquerels, dans ce cas, il n'y a pas d'action particulière à faire et la mesure devra être renouvelée tous les 10 ans. Par contre, si on a un dépassement des 300 becquerels, effectivement, là, l'établissement disposera d'un délai de 36 mois pour mener des travaux et abaisser la concentration en dessous du niveau de référence de 300. Donc, je vous ai mis un petit logigramme qui résume un peu la réglementation en termes du Code de la santé publique sur l'obligation de surveillance dans les établissements recevant du public. Donc, effectivement, il y a cette première mesure dont je viens de parler qui est réalisée par un organisme agréé de niveau 1. Si tous les résultats sont inférieurs à 300, on est OK, donc on a un renouvellement décennal. Et ensuite, on a deux situations. Donc, les cas les plus importants, c'est-à-dire si on a des résultats qui sont supérieurs à 1000 becquerels par mètre cube, ici, l'établissement devra faire réaliser une expertise bâtimentaire de son établissement pour essayer d'identifier les voies d'entrée et les voies de transfert du radon et proposer des recommandations et des propositions de travaux pour résoudre les situations. Si nécessaire, en complément, il peut y avoir ce qu'on appelle des investigations complémentaires. Donc là, ce sont des mesures spécifiques de radon qui sont réalisées par un organisme agréé, là aussi, mais agréé de niveau 2. Et tout ça doit conduire à des préconisations de travaux qui devront être mises en œuvre par l'établissement et suivis de contrôle d'efficacité. Si ce contrôle d'efficacité montre qu'on est passé en dessous des 300, on repart dans le cycle de mesurage décennal, donc tous les 10 ans. Si par contre on est encore supérieur à 300, on repart dans la boucle avec une nouvelle expertise, des travaux, une mesure d'efficacité, et ainsi de suite. Quand on est suite à la mesure initiale, je reviens en haut du logigramme, si les résultats sont inférieurs à 1000 mais supérieurs à 300, là, il n'y a pas d'obligation d'expertise bâtimentaire. Par contre, l'établissement a obligation de mettre en œuvre des actions sur le bâtiment pour diminuer la concentration en radon. Une fois qu'il a mis en œuvre toutes ces actions, il y a une mesure de contrôle et on repart sur le même schéma que je viens d'expliquer. Inférieur à 300, on est à un mesurage décennal. Supérieur à 300, on repart dans la boucle des désordres les plus importants avec une expertise bâtimentaire, des travaux, une mesure de contrôle d'efficacité et ainsi de suite. Donc nous, notre rôle à l'ARS, voilà, c'est de contrôler que tout ça soit bien fait. Donc les mesures réalisées par les organismes agréés sont transmises automatiquement à l'ARS. Donc on a une vision sur l'ensemble des mesurages qui sont faits à l'échelle nationale et donc pour nous à l'échelle départementale pour les ARS et régionales. Et on a derrière, on va prendre la tâche de l'établissement pour leur rappeler leurs obligations réglementaires et les accompagner dans leurs actions. Ce que je n'ai pas dit, là j'ai parlé uniquement des établissements recevant du public. Pour ce qui est des particuliers, les particuliers et des habitations, il n'y a actuellement pas de réglementation applicable en termes de radon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau de référence imposé en termes de construction d'habitation ou d'habitation existante. La seule obligation qui existe pour les particuliers, c'est l'information acquéreur-locataire, l'IAL, qui est en fait une obligation d'information de l'acquéreur ou du locataire à la signature du contrat
de la situation du logement en termes de radon, c'est-à-dire est-ce qu'il est situé dans une commune en zone 1, 2 ou 3. C'est la seule obligation en matière de particulier qui existe réglementairement. Donc, pour terminer ma présentation, une petite conclusion rapide. Donc, pour reprendre, la qualité de l'air intérieur en général a un impact important sur la santé des occupants, comme je l'ai précisé au début de la présentation. Le radon, c'est un polluant spécifique à l'intérieur de la qualité de l'air intérieur, mais qui a un impact majeur sur la santé, puisque c'est quand même la deuxième cause de cancer du poumon en France, j'insiste là-dessus. Donc, c'est l'importance de prendre en compte la problématique du radon dans tous les projets n'est pas à démontrer, je pense. Donc, dans les projets neufs, il faut essayer de penser plutôt sur un aspect de prévention, avec une attention particulière au soubassement, c'est-à-dire prévoir une ventilation du soubassement, prévoir une bonne étanchéité de l'interface sol-bâtiment pour éviter que le radon ne pénètre dans les nouveaux bâtiments. Et en réhabilitation, il faudrait avoir une attention particulière plutôt sur la ventilation des locaux et l'étanchéité des interfaces existantes, puisque ce n'est pas toujours évident de travailler sur des soubassements existants. Voilà ce que je pourrais vous dire, sachant que si on prend en compte cette problématique de radon, en faisant attention au point de vigilance que je viens de parler, finalement, on agit également sur la qualité de l'air intérieur au global. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour d'éventuelles questions, peut-être en fin de présentation. Merci Louis. Du coup, effectivement, les questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou justement à pouvoir, à la fin, on laissera un temps où on pourra échanger, vous pourrez activer vos micros. Je vous propose du coup de poursuivre avec les interventions suivantes de Pierre et François de la CARSAT de Centre-Ouest. Je vous laisse prendre la main sur la slide et puis je vous laisse débuter. Merci Louis, merci Mathilde. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente également, donc François Gravoal, donc je suis ingénieur conseil à la CARSAT Centre-Ouest à Limoges. Donc je vais vous présenter la première partie de notre présentation CARSAT et mon collègue Pierre Laurent prendra la suite. Donc moi je vais vous présenter brièvement la CARSAT et l'émission. Je vais parler un petit peu plus globalement de la CLST, la conception des lieux et situations de travail avec un entonnoir, sachant que la qualité de l'air intérieur et le radon sont des paramètres de la conception des lieux et situations de travail. On parlera, donc là on a parlé radon côté Code de la santé publique, donc nous parlerons radon et obligations pour les employeurs. Le radon est un risque professionnel. Nous parlerons ensuite des dispositions techniques à mettre en œuvre dans le cadre de la construction neuve et des outils et de l'offre de l'accompagnement de la CARSAT pour les entreprises dans la gestion de ce risque radon. Alors, pour commencer, donc la CARSAT, donc aujourd'hui nous sommes un organisme de sécurité sociale. Donc membre du parti de assurance maladie risque professionnel. Donc la CARSAT, la particularité dans la grande région en Nouvelle-Aquitaine, c'est que nous sommes deux caisses, donc la caisse Aquitaine et la caisse Centre-Ouest. Donc Centre-Ouest sur les anciennes régions Limousin et Poitou-Charentes. Donc l'assurance maladie risque professionnel a 4 missions, donc la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la tarification donc, du taux de cotisation AT-MP des entreprises, la compensation avec le compte professionnel de prévention C2P et la prévention. Puisque aujourd'hui nous gérons donc le risque AT-MP pour toutes les entreprises du régime général, ce qui représente environ 18 millions de salariés et 2 millions d'établissements. Et donc, dans notre rôle d'assureur du risque professionnel, nous menons une politique de prévention des risques professionnels, donc, qui est déployée par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité, dont Pierre et moi faisons partie. Aujourd'hui, nos actions de prévention, elles sont focalisées sur des programmes par rapport à des risques dont certains et certaines d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, sur les troubles musculo-squelettiques, les risques chimiques, les risques psychosociaux, et sur des secteurs d'activité en mobilisant les acteurs clés du secteur concerné. Donc le BTP, l'action est ciblée vers les maîtres d'ouvrage. On intervient aussi sur le secteur de l'intérim et le secteur du médico-social.
Donc aujourd'hui, sur le secteur du BTP et l'accompagnement des maîtres d'ouvrage, les CARSAT sont impliqués dans ce qu'on appelle la CLST, la conception des lieux et situations de travail. Pour cela, donc le réseau travaille à l'élaboration et l'enrichissement des brochures INRS. Donc on y reviendra un petit peu après. Donc sachant que l'INRS a quatre missions, que sont l'information, la formation, l'assistance technique et juridique aux entreprises et la recherche dans tout ce qui est santé et sécurité au travail. Donc, du coup, l'action des CARSAT, elle est en lien avec ces brochures INRS, les conseils en phase conception directement aux équipes de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'œuvre. Et également, elle vise à déployer des aides financières spécifiques. Alors, la première aide financière dont j'ai voulu parler ne concerne pas la qualité de l'air et n'est pas déployée dans notre région, mais toutefois, elle concerne la conception des lieux de travail dans sa globalité. Donc, elle est déployée par 6 caisses régionales, la Bretagne, l'Alsace-Moselle, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Sud-Est et Midi-Pyrénées. Donc, si certaines et certains d'entre vous étaient amenés à travailler sur des projets sur ces régions, les caisses régionales peuvent aider financièrement à des investissements pour tout ce qui est éclairage, acoustique, circulation extérieure et séparation des flux et protection collective. Donc, je trouvais ça important de le souligner. Et donc, du coup, pour revenir sur le radon, on a une aide spécifique qui est développée par les CARSAT Auvergne, Bretagne et donc Centre-Ouest pour se prémunir du risque radon. Donc aujourd'hui, je vous parlais des brochures INRS. Donc, elles existent sous les formes 2D, édition documentaire. Donc il y a l'ED conception des lieux et des situations de travail, ED 950, où vous retrouvez tous les sujets et toutes les thématiques à ne pas occulter lorsqu'on conçoit des lieux de travail. Donc l'ED 6096 est un résumé de cette brochure en 10 points clés, et donc avec un focus sur la qualité de l'air intérieur. Et enfin, vous avez l'ED 773 qui est plus du côté réglementaire, qui rappelle toutes les obligations des maîtres d'ouvrage. Donc aujourd'hui, si on revient sur le radon, donc le radon, c'est un risque professionnel à part entière. C'est écrit noir sur blanc, le radon est un risque professionnel. Donc, comme tous les autres risques professionnels, il existe pour l'employeur une obligation d'évaluer le risque. Donc, pour tous les locaux de travail situés en sous-sol et rez-de-chaussée, et donc pour les lieux de travail spécifiques que sont les mines, les tunnels, les carrières. Donc aujourd'hui, cette démarche, elle s'inscrit dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, suivant les 9 principes généraux de prévention, et elle est intégrée dans le document unique des entreprises. Donc aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à prendre en compte le radon pour les employeurs. Donc cette démarche d'évaluation, comment elle se fait pour les locaux de travail existants? Donc elle commence par une analyse documentaire qui va prendre en compte, donc comme Louis vous l'a présenté tout à l'heure, la zone à potentiel radon de la commune, donc en fonction si on est sur une zone 1, 2 ou 3, les particularités locales, donc sur si les locaux de travail sont construits sur des failles, sur des résidus miniers par exemple. Elle va s'appuyer également sur les caractéristiques du bâtiment, sur les systèmes de ventilation, sur la nature du soubassement, s'il existe des fissures, si le sol est en terre-plein, donc toutes les techniques, les caractéristiques techniques du bâtiment, et enfin sur des résultats d'éventuelles mesures qui auraient pu être réalisées. Donc enfin, si cette analyse documentaire elle laisse à supposer que le niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube est dépassé, et bien, il incombe à l'employeur d'entamer des travaux de remédiation pour réduire le risque pour ses salariés. Aujourd'hui, si certains veulent creuser un petit peu le sujet, il existe un outil qui a été développé dans le cadre du PRST4 qui s'appelle l'effet prévention. Donc, vous tapez sur Google effet prévention CARSAT Aquitaine et vous atterrissez sur cet outil interactif qui est très bien fait, qui permet de se promener un petit peu dans un bâtiment, qui explique ce qu'est le radon, où est-ce qu'on va le trouver dans le bâtiment, comment l'employeur va faire sa démarche d'évaluation et les éléments de remédiation. Donc c'est un outil interactif qui est assez ludique et assez pratique
Et il y a également cette vidéo qui avait été faite dans le cadre du PRST qui reprend en substance ce que l'on vient de dire et ce que Louis a présenté. L'INRS propose également une petite brochure recto verso, très simple, très rapide, très synthétique, qui explique le radon, ce que c'est et comment, donc qui décrit la démarche point par point pour l'employeur pour bien faire sa démarche d'évaluation des risques professionnels. Donc c'est le D4322. Donc le radon, c'est noir sur blanc, comme je vous le disais, un risque professionnel dans le Code du travail. Et il y a d'autres articles qui suggèrent la prise en compte du radon et d'une façon générale la qualité de l'air intérieur. Donc pour les maîtres d'ouvrage, les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l'air est renouvelé de façon à maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs. Dans le code de la construction et de l'habitation, les bâtiments à usage professionnel sont construits et équipés conformément aux règles visant à assurer la santé et la sécurité des travailleurs chargés de leur entretien. Tout projet de construction de rénovation d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage professionnel est conçu de manière à ce que puissent être respectées en l'état de l'ouvrage les obligations qui incombent aux employeurs et qui sont définies au titre 2 du livre 2 de la quatrième partie du Code du travail. Donc aujourd'hui, le radon n'est pas écrit explicitement dans le Code de la construction et de l'habitation. Toutefois, il y a des textes, ces textes implicites suggèrent sa prise en compte en conception par les maîtrises d'œuvre et les maîtrises d'ouvrage. Et avec tout ce qu'on s'est dit auparavant sur les obligations des employeurs, vous voyez l'importance et l'enjeu que peut avoir la non prise en compte du radon pour un employeur qui peut demain être un maître d'ouvrage si le radon n'est pas pris en compte dans la conception de son bâtiment. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Pierre Laurent pour la deuxième partie de notre présentation. Pour changement d'interlocuteur, donc je suis Pierre Laurent, contrôleur de sécurité à la CARSAT Centre-Ouest et je réalise des mesures et du conseil concernant le sujet du radon. Donc sur cette première diapositive qui concerne vraiment les constructions neuves, la première approche, c'est de se dire quand on construit des locaux alors, à usage professionnel, puisque c'est notre secteur d'activité, dans des zones, dans des communes classées en catégorie 3, donc où le risque radon est assez important, on peut se poser la question et y répondre de façon pratique en disant que on va chercher à réduire l'interface entre le sol du bâtiment, entre le sol et le bâtiment. Puisque le radon arrive par le sol, on évite de mettre des murs enterrés ou de mettre du remblai contre des structures bâtimentaires. Ça, c'est un premier principe. Ensuite, quand on va construire un bâtiment, on peut travailler sur l'étanchéité de l'interface entre le sol et le bâtiment. Donc, il existe des dispositifs constructifs, donc en l'occurrence, là, ici, sur l'exemple, des bâches de protection anti-radon, donc qui vont permettre de réaliser une étanchéité avant de construire, de couler les dalles béton. Donc là, il y a toute une panoplie de dispositifs qui existent, différentes références, différentes marques. Ces structures, ces membranes, bon, il y a bien sûr des pratiques de pose à mettre en œuvre. Il faut aussi, comme c'est imagé ici sur la partie orange, le scotch orange, là, on met en place des dispositifs des manchons qui permettent de réaliser l'étanchéité sur les différents réseaux qui vont traverser la dalle béton. Donc ici, ce sont des images qui ont été comment dire, qui traduisent la construction de bâtiments à Brive-la-Gaillarde, dans notre région, et qui ont été suivis par le bureau d'architecte Oural Architecture. Quand on construit un bâtiment, on peut aussi choisir de mettre en place un dispositif de protection sous le bâtiment, donc sous la dalle béton. Alors, soit à la construction, soit en rénovation, les deux sont possibles. Donc là, le dispositif, il est constitué d'un système de dépressurisation du sol. Donc là, on va réaliser un drainage du radon sous le bâtiment, soit par un système de drain, soit par un système de puisard, qui sera relié ensuite à un réseau d'évacuation, éventuellement connecté à un ventilateur qui mettra le système en dépression. Donc ça, c'est un des systèmes les plus efficaces et qui peut être mis en œuvre
avant la construction ou en rénovation. On peut aussi choisir, quand on va construire dans des communes à risque, de construire le bâtiment sur un vide sanitaire. Le vide sanitaire peut constituer une protection assez importante, à condition qu'il soit correctement ventilé. Donc là, vous avez ici des exemples de mise en œuvre d'une bâche anti-radon avant de couler la dalle du bâtiment, donc sous la structure, dans le vide sanitaire qui sera plus accessible par la suite et qui sera relié à un dispositif de ventilation dans lequel on mettra un certain débit en mètres cubeurs par surface du sol, par unité de surface du sol. Un autre moyen de prévention qui peut être étudié avant la conception du bâtiment, c'est le système de ventilation qui équipera le bâtiment. Donc ici, vous avez un petit tableau, je ne vais pas le détailler, qui reprend les différents types de ventilation, naturelle, mécanique par VMC, par insufflation, VMC double flux. Voilà. Donc on peut choisir en fonction du projet de mettre en place, par exemple, une ventilation double flux déséquilibrée qui va permettre d'assurer une double protection dans le bâtiment en réalisant un renouvellement d'air efficace et en mettant les locaux en très légère surpression, ce qui aura un effet protecteur vis-à-vis du radon. Donc, depuis 2018, l'offre de la CARSAT s'est un peu étoffée sur le sujet du radon. Donc, voici les 4 grands items sur lesquels nous accompagnons les entreprises. Donc, le premier concerne le mesurage. Donc, on peut accompagner les entreprises pour qu'elles réalisent elles-mêmes leur mesurage réglementaire. Ça permet de diminuer les coûts. On peut réaliser des mesures complémentaires quand il y a des dépassements. On dispose d'une aide financière régionale. Je vais vous la présenter juste après. Et on a aussi monté une formation sur le sujet du radon. Donc, quand il y a des dépassements suite à l'évaluation du risque radon, si l'entreprise mesure des concentrations en radon supérieures à 300 becquerels par mètre cube, il faudra faire des travaux d'amélioration, donc soit sur la ventilation, soit sur l'étanchéité. Donc, pour faire un bilan un peu plus complet, on peut être amené à faire des mesures complémentaires à l'aide de dispositifs d'appareillage spécifiques, donc sur la partie gauche de la slide, et également de faire un bilan de la ventilation des locaux avec des dispositifs classiques de mesure qui sont présentés sur la partie droite de l'image. Donc ça nécessite des équipements et aussi des intervenants correctement qualifiés pour maîtriser ce sujet. Concernant l'accompagnement et sur les conseils techniques, là, on n'invente pas grand-chose. En fait, les conseils techniques qui concernent le radon, ils ont été étudiés et publiés notamment par le CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc, vous trouvez une brochure, la brochure imagée sur la partie gauche, donc qui est distribuée par le CSTB. Et sur la partie droite, c'est une brochure un peu plus synthétique qui est mise à disposition gratuitement sur Internet, donc qui a été publiée par l'Autorité de sûreté nucléaire et le CSTB. Donc, les solutions techniques, elles sont décrites dans ces guides. Il suffit ensuite d'adapter les solutions techniques au cas considéré. Chaque cas est un cas particulier. Concernant l'aide financière radon, qui est déployée dans notre région, donc pour les départements qui sont cités ici, donc le Limousin, le Poitou-Charentes. Donc ce dispositif, il est associé aux entreprises de moins de 50 salariés. On peut financer des travaux, on peut financer de la protection pour les constructions nouvelles et on peut financer un appareil de mesure. L'aide maximale, c'est 25 000 € par entreprise. Il y a un minimum de 1 000 € d'aide. Et en fait, on va prendre en charge 50% des factures, des dépenses qui seront éligibles. Donc, vous retrouvez les pièces du dossier à l'aide du lien sur le site de la CARSAT Centre-Ouest. Voici les exemples de ce que nous pouvons prendre en charge. Donc, pour une construction nouvelle, tous les dispositifs de protection du bâtiment, on peut prendre 50% de la dépense. Pour les locaux existants, toute la panoplie des travaux qu'on peut mettre en œuvre pour remédier au radon, aux problématiques radon, on peut prendre en charge 50% de la dépense. Concernant la formation, avec l'aide de notre partenaire scientifique, l'INRS, donc nous avons mis en place un stage prévenir les risques liés à l'exposition au radon qui a lieu à Limoges tous les ans, au mois de juin. Donc en 2025, c'était la 4e édition. Ce stage dure 2 jours. Il est orienté sur les locaux de travail, code du travail.
À ce jour, on a formé à peu près une cinquantaine, 45 personnes. Le public, c'est essentiellement des préventeurs, médecins du travail, contrôleurs, ingénieurs des CARSAT, mais aussi des organismes, des personnes compétentes en radioprotection et des organismes compétents. Donc, durant ce stage, on a la chance de visiter la société Algad, donc, qui est spécialisée sur le risque radon et qui est située juste à côté de Limoges. Au niveau national, on dispose d'un réseau de compétences territoriales. Donc, dans chaque région, dans chaque grande région, on dispose d'au moins un contact, CARSAT ou INRS. En orange, ce sont les collègues de l'INRS qui sont basés à Paris. Anne Bourdieu, médecin du travail, et 2 ingénieurs, M. Mousseau, M. Pain. Donc, ils peuvent faire du conseil d'entreprise sur tout le territoire, sur le sujet du radon, entre autres. Et ensuite, dans chaque région, vous trouvez un correspondant CARSAT qui peut vous donner un premier niveau d'information sur le radon. Alors, on en a parlé, le radon, c'est un risque professionnel depuis 2018. Ça peut être aussi, dans les cas d'exposition prolongée, on peut être reconnu en maladie professionnelle liée au radon. Le cancer bronchopulmonaire, il est bien décrit dans le tableau numéro 6, donc qui décrit les affections professionnelles liées au rayonnement ionisant. La substance radioactive naturelle est décrite également. Donc, si on est exposé au radon dans le cadre de son activité professionnelle, si on développe une pathologie pulmonaire de type cancéreuse, on peut demander à être reconnu en maladie professionnelle. Et on a eu récemment 2 cas reconnus en Bretagne, dans une même entreprise d'ailleurs, suite à une exposition prolongée au radon pendant plusieurs dizaines d'années, dans des locaux classiques, une activité classique de type tertiaire, mais qui était exposée à des concentrations de radon importantes. Voilà, je vous remercie. Je passe la suite de la présentation. Merci, merci à vous 2 pour cette présentation, ce cadre, et cette introduction sur la qualité de l'air et le radon. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre avec, 2 cas concrets, des projets auxquels vous pouvez être confrontés dans votre quotidien, et comment, cela peut se traduire et puis on débute avec, Thierry. Je vous laisse, contrôler, donc prendre la main sur les slides et puis, présenter votre retour d'expérience, sur ce sujet. Bonjour, Thierry Valex, chargé d'opération bâtiment à la DDT 19, donc Direction départementale des territoires. Je vais vous parler d'un projet de remédiation du radon à l'école communale de Margeride. Pour vous présenter un petit peu le département de la Corrèze, je vous ai mis une carte. Donc la carte, elle est quand même assez parlante, puisque la majorité des communes se trouvent en zone 3, en zone de potentielle, radon élevé. Alors, comment on travaille, nous, en Corrèze? On travaille conjointement avec l'ARS pour apporter un appui réglementaire et technique aux collectivités. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que l'on rencontre les élus, nous sommes ensemble, la DDT et l'ARS. Alors, l'ARS intervient plus pour rappeler la réglementation dans les ERP et les enjeux sanitaires. Et nous, la DDT, on est plus sur le conseil technique auprès des maîtres d'ouvrage pour réaliser des actions simples. Alors, qui dit action simple, ventilation des vides sanitaires et des caves, étanchéité plancher-sol, étanchéité aussi des réseaux qui viennent depuis la cave et qui traversent les planchers, et assurer bien sûr une bonne ventilation des locaux. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de l'école de Margeride. Alors l'école de Margeride se trouve en Haute-Corrèze, pour ceux qui connaissent, ça se trouve entre Ussel et Bort-les-Orgues. J'ai repris le plan du bureau d'études. En fait, il y a 3 parties qui se différencient sur cette école-là. Nous avons une première partie avec la mairie, qui est ici, le réfectoire, garderie. Il y avait une MAM au premier étage, mais elle n'est plus là. Donc, c'est la partie qui se trouve parallèle au parking qui se trouve ici. Ensuite, nous avons une zone, la zone grisée, qui est là, avec une salle de classe et la partie cuisine.
et donc une grande zone avec un hall d'accueil, 2 salles de classe et la partie sieste. La partie sieste, elle se trouve au bout. C'est là où on a une grosse promo. Enfin, on a vraiment des mesures qui sont vraiment pas bonnes. La campagne de mesures date de 2017-2018. Alors, le plan est inversé, je suis désolé. La partie la plus défavorable, c'est la partie sieste qui se trouve ici, où on a quand même des mesures de 1446 becquerels par mètre cube. Sur cette même partie, on a une salle de classe qui est à 570. Et sur cette partie-là, cuisine, salle de classe, nous avons une mesure à 655. Donc nous avons rencontré, avec l'ARS bien sûr, nous avons rencontré Madame le maire en avril 2023. Et bon, on a senti que ce n'était pas une priorité chez eux. Donc on a provoqué volontairement une réunion en sous-préfecture d'Ussel. Et là, en juin 2023, et là, les services de l'État ont demandé une expertise du bâtiment. Ça veut dire qu'on ne proposait même plus d'action simple, on passait directement par l'expertise. Donc, il y a eu une consultation qui a été faite auprès de plusieurs bureaux d'études. Là, c'est le bureau d'études Nucléagis du 63, dans le Puy-de-Dôme, qui a été retenu. Donc, je vous ai fait un petit peu les différentes étapes de l'expertise. Donc, la première analyse, c'est les dispositions constructives, donc le clos et le couvert, comment c'est réalisé, les soubassements, les types de planchers. Est-ce qu'on est sur des planchers en terre-pleine ou sur vide sanitaire? Quels sont les types de complexes isolants? Les types de menuiserie, le chauffage. Là, nous sommes dans un chauffage au fioul avec des radiateurs hydrauliques. Et les types de ventilation. Donc là, on a 2 types de ventilation sur ce projet-là. On a des ventilations naturelles sur des entrées d'air, sur des menuiseries existantes. Et il y a une VMC double flux dans la garderie cantine. Deuxième étape, ça c'est important, c'est identifier les modalités d'usage des locaux des bâtiments. Ça veut dire comment on gère l'aération périodique des pièces, comment on gère l'ouverture des portes qui communiquent de salle de classe en salle de classe, ou les portes qui donnent sur des couloirs, et comment fonctionne la ventilation, puisqu'on a quand même un système de ventilation à double flux qui n'est pas négligeable sur le site. Et enfin, le contenu du diagnostic qui a pour objectif, lui, c'est d'identifier, bien sûr, les causes de la présence du radon, les sources et surtout les voies d'entrée. Ça veut dire par où rentre le radon dans le bâtiment. Donc pour ça, le bureau d'études a mis en place des appareils de mesurage sur 2 jours. Donc ça, ce sont des mesurages à l'instant T. Et suite à cette analyse, le bureau d'études se doit de faire des préconisations de travaux à la collectivité. Sur cette expertise, il y avait 12 préconisations de travaux. Bon, je vous ai sorti les principales. Hein. Donc, dans la salle de sieste, là où les mesures étaient les plus défavorables, les préconisations, c'est étanchéifier les jonctions entre le sol et le mur. Pardon, excusez-moi, j'ai pas changé. Voilà. Là, on le voit ici. On a un joint de dilatation entre la dalle au sol et les murs. Et là, on voit qu'il y a une entrée d'air. Donc, c'est étanchéifier la jonction, comme ce qui vous a été présenté juste avant, entre le sol et les murs et le bâtiment. Alors, avec des mastiques, avec une élasticité permanente, ça veut dire que lorsque vous mettez un mastic, il ne faut pas que ça se fende 2-3 jours après, pour avoir une étanchéité à l'air. Il y avait un problème
quand ils ont posé leur matériel de mesure sous un placard, dans un placard sous la cage d'escalier. Et là, ils sont aperçus qu'il y avait une dalle en béton qui était complètement fissurée avec des remontées d'air. Donc, la mise en place d'une résine époxy. Alors, une résine époxy parce qu'elle a une très bonne résistance mécanique et chimique. Dans le volume cantine-garderie. Alors là, ça faisait un peu doublon, effectivement, parce qu'on avait des entrées d'air. On a des entrées d'air sur les fenêtres existantes, alors qu'il y a une double flux. Une double flux, entrée d'air, extraction d'air. Si on rajoute en plus une entrée d'air naturelle sur les fenêtres, ça peut perturber, ça peut déséquilibrer la ventilation. Au niveau des vides sanitaires, sur le bâtiment, en fait, il y a deux types de planchers. On a des salles de classe sur des vides sanitaires et on a des salles de classe sur terre-plein. Donc, sur les vides sanitaires, c'est mettre en dépression, bien sûr, le vide sanitaire. Donc, carottage des murs avec mise en place d'un extracteur d'air et un conduit vertical pour amener l'air le plus haut possible, de façon à ce que, à certaines périodes de l'année, on peut ouvrir les fenêtres et il ne faut pas que cet air-là rentre dans le bâtiment. Les autres travaux à faire, implantation de puisards radon sous les plongées en terre-plein. Donc là, c'est le carottage des murs de soubassement. Il demande à enlever un petit peu de matière sous la dalle, mettre en place un tube drainant qui sera lui aussi raccordé à un extracteur d'air et un conduit. Normalement, si une dalle sur terre-plein doit être faite sur ce qu'on appelle un hérisson, sur une partie caillouteuse, donc caillouteuse, il y a une circulation d'air qui se fait naturellement. Ça, ce sera malheureusement, ils vont découvrir ça le jour où ils vont faire les carottages. On ne sait pas ce qui va se passer derrière. Et ensuite, donc, équiper toutes les salles d'école avec une VMC simple flux, de façon à avoir un renouvellement d'air permanent sur les volumes occupés. Autre chose aussi, c'est réaliser une maintenance du groupe de ventilation double flux, parce qu'ils se sont aperçus, en fait, quand ils ont fait l'expertise, la VMC double flux ne marchait pas, ce qui est un peu dommage. Donc là, pour information, je vous ai mis le montant des travaux. En fonction des préconisations faites par le bureau d'études, en fait, on a assisté un petit peu le maître d'ouvrage à savoir dans quoi on pouvait regrouper tel et tel travaux. Donc, on a déduit 3 lots. Un lot maçonnerie, bien sûr, pour les carrottages. Un lot menuiserie placo-peinture pour tout ce qui est étanchéité, sur le mur. Et un devis électricité. Donc, on arrive quand même à un montant de 44 000, bon, j'arrondis, 44 800 € TTC, avec un gros poste pour le lot électricité, sachant qu'il est demandé dans les préconisations d'installer une simple flux dans tous les locaux de l'école. Concernant les aides de l'État, les collectivités peuvent bénéficier de ce qu'on appelle d'une DETR, c'est une dotation d'équipement des territoires ruraux. Et ça, c'est pas négligeable du tout, puisque ils peuvent avoir une aide concernant la détection du radon. Donc, c'est quand même 40% de montant plafonné à 30 000 €. Toutes les campagnes de mesure, les expertises, ça, ils peuvent en bénéficier. Et dans le cadre des rénovations des écoles communales, ils peuvent bénéficier également, y compris pour les travaux relatifs à la qualité de l'air intérieur, y compris le radon, de 37% sur un montant plafonné à 500 000 €. Voilà.
je reste à votre disposition. Merci Thierry. Et je vous propose de finaliser en fait cette présentation avec un deuxième retour d'expérience qui est le point de vue terrain d'une architecte sur la prise en compte de ce gaz dans ses projets et la qualité de l'air intérieur. Béatrice, je te laisse te présenter et puis prendre la suite. Merci Mathilde. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis architecte. Je travaille sur des petits projets parce que j'ai choisi d'être architecte de proximité, mais ça n'est pas la surface ni le volume qui empêche de réfléchir sur le problème du radon. Alors, je travaille beaucoup en rénovation, aussi en neuf, en petite extension, et je me suis rendu compte que la question du radon, n'est certainement pas anecdotique du point de vue de la santé, mais d'un point de vue de la réflexion et de la conception du projet. Excusez-moi, mais c'est presque anecdotique parce qu'en fait, c'est un sujet dont les réponses correspondent également à d'autres sujets, à savoir, par exemple, les économies d'énergie. On parlait tout à l'heure d'étanchéité à l'air, c'est-à-dire effectivement le radon, il ne va pas passer si on met le bon scotch, mais également l'air qu'on ne veut pas dans le bâtiment parce qu'on a une ventilation et qu'on ne veut pas qu'elle soit perturbée. Donc je dirais là, on a une réponse 2 en 1. Si on se pose la question de l'étanchéité à l'air des bâtiments, presque automatiquement, on va résoudre le problème de l'étanchéité par rapport au radon qui va venir du sol. Donc, je dirais que là, je le fais de façon un petit peu caricaturale. Je dirais que l'étanchéité à l'air du bâtiment, on prend en compte en même temps l'étanchéité par rapport au radon dans la conception. Ensuite, quand on fait aussi de la rénovation, alors quelque chose qui n'est pas forcément agréable à entendre, mais parfois, il y a des lieux, on ne va pas pouvoir y habiter, on ne va pas pouvoir y rester. Quand on a un sol, par exemple, en gazette, en site patrimonial remarquable qu'on doit conserver, forcément, on n'en fera pas un lieu de séjour ou de travail. Ça va être un choix de programme à l'origine quand on sait qu'on va avoir un problème de radon dans certains lieux. En ce qui concerne le neuf aussi, on a parlé de dalles sur terre-plein, de dalles sur vide sanitaire. Parfois également, on peut résoudre le problème de la pénétration du radon en faisant des constructions neuves sur pilotis. On le fait très souvent. Et parfois, on règle aussi les problèmes de dénivelé, de difficulté à faire des fondations qui peuvent être plus coûteuses en terre-plein ou avec vide sanitaire que sur pilotis. Donc, ça peut être une piste de réponse quand il y a un gros problème de radon, quand on fait de l'ancien. Soit on peut décaisser et parfois ne pas décaisser près des fondations pour éviter de fragiliser des murs existants. Donc, mais on peut creuser à l'intérieur du bâtiment, dans quel cas on fait un système de hérisson, comme on l'a dit précédemment, c'est-à-dire du gravier. Et dans ces graviers, je vous ai mis juste une petite photo. Dans ces graviers, on met effectivement ces drains agricoles, c'est-à-dire que les trous sont dessous, ils ne sont pas au-dessus. Donc, ça permet au gaz d'aller plus facilement dans ces tuyaux. Et puis, on leur dit, si vous voyez sur la photo à droite, au fond à droite, on le fait sortir à l'extérieur. Et à l'extérieur, on retrouve, on voit sur la photo à gauche, les sorties. Donc, on met un bon réseau avec une entrée, une sortie d'air qui permettent de bien ventiler sous le dallage. On mettra. Et bien sûr, on va mettre également un film anti-radon. Donc, on fait un peu ceinture et bretelles, mais ça permet d'éviter tout souci, entre guillemets, de prévenir le souci. Et si jamais il y avait une micro-fissure ou des choses comme ça, on a le film qui empêche aussi le radon de monter. Souvent aussi, ça permet d'éviter d'avoir de l'humidité qui stagne aussi dessous ce système de drains agricoles. Donc, je dirais qu'on répond à une autre inquiétude qu'on peut avoir, à savoir les remontées d'humidité. Ça,
c'est pour ça que je dis que parfois c'est 2 ans, non. Même si chaque sujet est bien spécifique, on peut avoir des réponses qui sont multifonctionnelles. Et je voudrais insister sur quelque chose, c'est que si dès le départ du projet de rénovation, de construction, on prend en compte le radon, ça, franchement, à l'échelle du projet, ça coûte rien du tout. Alors, quand vous voyez les montants des travaux pour la remédiation, ça fait peur quand même, hein, ça coûte cher à tout le monde. Si on prend le problème du radon au départ, c'est pas un surcoût. C'est ce que j'aimerais expliquer en termes de gestion de projet et de conception initiale. J'aimerais également dire que la santé dans le bâtiment, là où on travaille, la santé dans le bâtiment, là où on dort, où on vit en famille, etc., pour notre part en tant qu'architecte, voilà, c'est la même. On va pas concevoir différemment pour le particulier que pour le local professionnel ou pour le local de santé, etc. La santé dans le bâtiment, ça fait partie de notre métier. On serait pas architecte si on faisait des bâtiments pour que les gens soient malades dedans. Au contraire, on est là pour faire en sorte qu'ils soient le mieux possible. Donc, avec des systèmes de ventilation, éviter la surventilation parce qu'on va créer des courants d'air. Donc, qui dit courant d'air dit on n'est pas bien, on va monter le chauffage, etc. Donc, voilà, tout est lié pour que le confort et la santé soient combinés. Et voilà, la réponse du radon, elle vient évidemment dans nos projets, donc avec des solutions techniques dès le départ qui sont les plus économiques dont on peut rêver. Je terminerai là-dessus. Merci Béatrice. Il y a eu quelques questions dans le chat où voilà, Pierre y a répondu également. Toutefois, il nous reste quelques minutes. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, mais on souhaitait quand même vous laisser un temps d'échange. Voilà, si vous avez des questions, nos intervenants sont encore disponibles. Vous pouvez lever la main via le petit onglet pour que ce soit plus facile pour nous à vous donner la parole. Puis sinon, il y a aussi le chat si vous êtes un peu plus timide pour pouvoir poser votre question. Vous aurez bien compris que ce webinaire est voilà, en 1 heure, c'est assez court pour traiter de ce long sujet. Voilà, c'était vraiment une introduction à cette thématique, une introduction aussi à justement des solutions qui peuvent être mises en place. Et l'objectif, ça serait pourquoi pas de vous proposer un deuxième temps. Je vous laisse prendre la main, Monsieur Chauvin, de désactiver votre micro pour poser votre question. Je vous demanderai également, s'il vous plaît, juste de vous présenter pour qu'on sache de quelle structure ou fonction vous êtes. Oui, bonjour, donc Thomas Chauvin, Société Radonova. J'avais une question au sujet du coup de l'information qui est transmise au niveau des architectes. Parce que moi, c'est très agréable de voir effectivement de voir des architectes participer sur ce sujet-là, et je me demandais où en était du coup la notion du radon, on va dire généralement, comment est-ce que l'information en tout cas et la sensibilisation au radon est transmise dans les réseaux d'architectes. Ça m'intéressait de savoir un petit peu comment les choses évoluent à ce niveau-là. Alors écoutez, moi, ma première formation sur le radon, je vais pas mentir, ça a été la région Limousin. Je crois que ça devait être en 2006. Ça fait très longtemps qu'on a été sensibilisé, enfin qu'on a eu de l'information. Donc c'est pour ça que parfois je suis un petit peu étonnée qu'on soit pas plus à l'aise avec ce sujet-là. Les formations en principe sur la santé du bâtiment, il y en a pas tant que ça. Enfin, il y en a, hein, elles existent. Mais j'allais dire, c'est vrai que les architectes se forment un petit peu comme ils le souhaitent sur les sujets qui les concernent le plus. En même temps, je dirais que ça fait partie des formations continues, puisque voilà, il y a des architectes qui ont commencé à travailler avant qu'on ait toutes ces informations de santé. Hein. Je dirais que il n'y a pas de focus. Voilà, de mon point de vue, il n'y a pas de focus radon. Je dirais que ça fait partie de formations plus globales sur la santé du bâtiment. Il faut juste savoir que il y a quand même pas mal d'ouvrages qui concernent ce sujet.
mais encore une fois, sans focus particulier. J'ai devant moi une formation, un livre qui s'appelle la construction bioclimatique. On parle du radon. J'ai un livre aussi devant qui s'appelle l'isolation thermique. Et ben, on va parler du radon dans l'isolation thermique, parce qu'en disant que l'isolation thermique, c'est pas boucher justement la ventilation du vide sanitaire. Parce qu'effectivement, on aura moins d'air froid qui arrivera par le plancher, mais on aura du radon. Donc, si vous voulez, c'est toujours, ça fait toujours partie de la formation, mais sans qu'on ait un focus particulier. C'est pour ça que ça me semblait intéressant d'intervenir aujourd'hui pour d'abord dédiaboliser un sujet qui fait peur, parce que oui, on a bien vu ce que ça donnait au niveau de la santé. Hein. C'est quand même impressionnant. C'est parfois un petit peu minimisé peut-être dans nos formations. Voilà. On n'a pas de formation focus. Après, je peux me tromper, mais j'en ai pas trouvé. Juste si je peux me permettre, moi je crois savoir qu'avec la formation interne des architectes, donc le réseau REFCA, donc vous avez des organismes de formation pardon, qui sont répartis sur le territoire. Moi à l'époque j'avais repéré une formation qui était dispensée par le CREPA en Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. Donc qui faisait une formation un petit peu focus sur le radon pour les architectes. Après sur le succès de cette formation, je ne saurais pas vous en dire plus, mais je crois savoir que l'Ordre des architectes a au moins, via un de ces organismes, un module spécifique radon. Voilà. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a un module, voilà, on a possibilité de le faire, mais quelque part, on n'a pas obligation de le faire. Voilà. Après, au niveau des écoles d'architecture, parce que ça, c'est important de le dire aussi, je ne suis pas sûre que la problématique de la santé du bâtiment, parce que le radon fait partie de la santé, vous l'avez évoqué vous aussi, j'allais dire, au niveau de l'ARS, etc. Pour nous, c'est de la déontologie d'avoir un bâtiment sain. Sinon, on ne fait pas notre job. Voilà. Mais on n'a pas de focus, sauf très ponctuellement. Dans le chat, vous avez quelques réponses aussi sur les formations qui ont pu être mises en œuvre. Effectivement, on en avait identifié quelques-unes et l'objectif de ce webinaire, c'est de se laisser la liberté aussi de pourquoi pas en diffuser une en région Nouvelle-Aquitaine qui pourrait répondre à justement une attente bien précise au vu de la carte qu'on a vue et de la présence du radon sur notre territoire. Vous pouvez aussi prendre la parole si vous avez un retour d'expérience à partager, par une expérience que vous avez vécue, si vous souhaitez la mettre en avant et puis expliquer des difficultés ou des solutions que vous avez trouvées ou d'autres questions. J'aurais peut-être quelque chose à ajouter. Je pense que voilà, d'un point de vue professionnel, on est plus ou moins sensibilisé, mais je pense que c'est du point de vue du particulier aussi qu'il faudrait être vigilant. On parle très souvent du tabac. Les gens sont très sensibilisés au problème de l'amiante, mais le radon, eh bien, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, on n'en parle pas à tout le monde, et je trouve que parfois, ça serait bien aussi qu'on élargisse cette attention sur un souci. Voilà, on parle du nucléaire là, donc j'allais dire c'est important peut-être aussi que toutes les personnes, voilà, en tant que citoyens, soient sensibilisés à ça, autant que les professionnels. Effectivement, sur ce sujet de la sensibilisation des particuliers et de la population générale, l'ARS accompagne les collectivités volontaires qui mettent en place des projets de sensibilisation sur leur territoire. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des campagnes de mesurage gratuites dans l'habitation. Les personnes se présentent, ont des dosimètres gratuitement, font la mesure, et derrière, il y a un accompagnement des habitations avec des dépassements, avec possiblement des diagnostics. Tout ça est porté et animé par les collectivités et accompagné par l'ARS en matière financière. Et les dosimètres sont fournis,
sont financés par la DGS, la Direction Générale de la Santé. Donc, il y a plusieurs opérations en Nouvelle-Aquitaine qui ont lieu, notamment actuellement dans les Deux-Sèvres, dans la Vienne et dans les Pyrénées-Atlantiques. En ex-Limousin, il y en avait eu quelques-unes il y a quelques années. Pour l'instant, ce n'est pas reconduit, faute de collectivité volontaire pour l'instant, mais on ne les lâche pas et on essaye de les inciter à mettre en place ces campagnes qui permettent de faire connaître le radon à la population, ou du moins de leur faire prendre en compte le risque radon, puisque dans nos territoires, le risque radon n'est pas forcément très bien identifié par la population, puisque c'est un gaz naturel, que nos ancêtres ont vécu plusieurs années dans des locaux avec du radon et que ça n'a pas changé leur vie. Donc effectivement, c'est des discours qu'on entend encore et on essaye de faire de la sensibilisation pour changer ça, mais ce n'est pas forcément très évident au quotidien. Monsieur Chauvin? Oui, je suis désolé, j'ai monopolisé la parole, mais il semblerait qu'il y ait que moi qui soit intéressé à poser des questions. Alors du coup, j'en profite. Non, du coup, je rebondis à ce que vous dites, Monsieur Chastan, du coup, parce que ça fait écho, hein. Donc, sur la méthode qui est mise en place du coup pour toucher le public des particuliers, qui est un véritable enjeu, hein. Moi, je me posais une question assez naïve, c'était de me dire, est-ce que finalement, il n'y a pas d'autres méthodes pour toucher le particulier qui pourraient être intéressantes? Je pense notamment du coup à viser avec des programmes d'éducation visés à travers l'éducation nationale, les écoles. On parlait justement de radon dans certaines écoles qui est problématique, plutôt que d'en faire un sujet qui cristallise, peut-être justement aussi en faire un sujet d'éducation et d'éducation à la qualité de l'air. Donc moi, ma question, c'était un peu de savoir dans quelle mesure il est possible d'approcher du coup des donneurs d'ordre à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose qui me semble peut-être. Alors, c'est intéressant d'aller toucher des collectivités partenaires, enfin, qui soient motivées à faire des campagnes de mesurage volontaire. Après, on sait toujours quel type de public on touche avec ces réunions publiques, etc. Donc, je m'étais dit peut-être changer de fusil d'épaule pour essayer d'aller toucher un autre public, ça pourrait être intéressant aussi. Voilà. Piste de réflexion, simplement. Il y avait une chose que je voulais ajouter, c'est que très souvent, il y a aussi en rénovation des rénovations qui génèrent des problèmes par rapport à. Donc, je parlais tout à l'heure d'étanchéité à l'air. Il m'est arrivé d'intervenir dans des habitats sur lesquels on avait changé les fenêtres. Parce que chacun sait que. Enfin, bref, c'est les fenêtres qui ont plus de déperdition. Enfin, c'est de l'ironie, hein. On sait que c'est pas ça, mais que la plupart du temps, c'est ce qui coûte le plus cher. On en est à faire des campagnes de rénovation pour faire des économies d'énergie. Et il m'est arrivé de voir, je vous ai parlé tout à l'heure du vide sanitaire qui était bouché, mais également des gens qui viennent poser des fenêtres de préférence en PVC sans entrée d'air. Il n'y a plus de ventilation, donc effectivement, d'un habitat qui était courant d'air, passoire thermique, c'est devenu maintenant une bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a une personne monométier qui est venue, qui a dit, OK, vous aurez plus de courant d'air, sauf que on a de la moisissure, et puis on a du radon, et puis voilà, on a même des problèmes de pourriture. Donc, je pense que voilà, il y a des entreprises qui sont très sérieuses, qui connaissent ce sujet-là. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui interviennent pour changer juste une fenêtre et qui déclenchent du coup effectivement des problèmes de santé. Oui, nos ancêtres ont vécu dans des habitats pleins de radon, mais il y avait plein de courants d'air aussi. Donc du coup, ils étaient moins susceptibles d'avoir les pathologies qui vont avec le radon. Et je pense que ça, c'est peut-être un point, j'allais dire, qu'il faudrait mettre systématiquement en même temps que l'étanchéité à l'air et les économies d'énergie. Vraiment dire que si on résout un problème, on peut en déclencher un autre beaucoup plus grave encore. Merci beaucoup. Je vois qu'on a dépassé un peu le temps. Je vous ai laissé un petit peu échanger. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on termine ce webinaire. Voilà, vous aurez un mail de restitution avec l'ensemble des présentations qui ont été diffusées aujourd'hui, les contacts des intervenants également. Ce que je vous propose aussi, c'est que vous avez bien compris que ce webinaire était un premier jet.
Donc, n'hésitez pas si vous aviez des attentes. On a parlé de formation, mais de monter en compétences, de points techniques, de nous poser vos questions par mail, par retour de mail, ou de nous faire aussi vos requêtes. L'objectif à ODI, c'est également d'apporter de la connaissance en de ressources, donc de pouvoir faire monter en compétence les acteurs pour pouvoir justement rectifier un petit peu et apporter de la connaissance aux porteurs de projets, construction neuve ou rénovation. Et puis, si voilà, je vois qu'il y a quelques commentaires, mais si jamais voilà, vous avez d'autres questions, nous sommes à votre disposition par retour de mail. On vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci encore une nouvelle fois aux intervenants et co-organisateurs du coup de celui-ci. Et je vous dis à bientôt.